Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la médiathèque de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme d'Aix-en-Provence pour cette nouvelle séance de Livre-EMAM. Livre-EMAM est un cycle d'entretien organisé par l'IREMAM, Institut de recherches et d'études sur les mondes arabes et musulmans, un laboratoire affilié au CNRS et à Aix-Marseille Université. Je suis Thomas Piret, chargé de recherche à l'IREMAM. Islamisme et littérature. Voilà une association qui paraîtra sans doute incongrue à nombre de nos auditeurs. N'existe-t-il pas une incompatibilité profonde entre l'affirmation d'individualisme et de liberté créative qui serait caractéristique de la littérature moderne et le projet islamiste d'imposer un ordre politique et social fondé sur des normes religieuses? C'est pourtant cette relation entre islamisme et littérature que notre invitée Giedrė Šabaševičiūtė, chercheuse à l'Institut oriental de Prague, nous invite à reconsidérer dans son livre Sayyid Qutb, An Intellectual Biography, paru en 2021 chez Syracuse University Press. Dans cet ouvrage, Giedrė Šabaševičiūtė étudie la trajectoire de Sayyid Qutb du point de vue de sa vocation d'homme de lettres avant, mais aussi après, son émergence en tant que principal idéologue des frères musulmans égyptiens dans les années 1950. Bonjour Giedrė. Bonjour. Je voudrais savoir d'abord ce qui vous laissait insatisfaite dans la manière dont les précédents biographes de Qutb abordaient l'articulation entre ses carrières d'homme de lettres et d'idéologue islamiste. Et plus largement, en quoi cela reflèterait un problème dans la manière de considérer les liens entre islamisme et littérature? C'est une bonne question pour commencer la discussion parce que je dois avouer que j'ai commencé à m'intéresser à Sayyid Qutb en tant qu'écrivain, tout d'abord pour des raisons de sécurité. J'ai fait mon terrain de recherche pour ma thèse, donc cet ouvrage est issu au Caire. J'étais au Caire de 2011 à 2015, donc en pleine révolution égyptienne. Et même si l'arrivée au pouvoir de Mohamed Morsi en 2012 a libéré en quelque sorte la parole islamiste, c'était toujours très risqué de parler de Sayyid Qutb à des gens pour ma recherche. Pas peut-être risqué, mais plutôt j'ai voulu éviter les discours tout faits parce que en fait la figure de Sayyid Qutb était très fortement mobilisée dans la répression ou la condamnation des frères. Et parler de Sayyid Qutb à cette époque-là, j'aurais reçu des discours tout faits sur les frères musulmans et leur légitimité politique, etc., etc. Donc j'ai voulu éviter ça et pour moi c'était plus sûr d'aborder la question de Qutb d'un point de vue de son passé littéraire. Mais en parlant de Qutb, j'ai très vite remarqué qu'il y avait un certain refus ou une résistance de reconnaître son identité de littéraire ou d'homme de lettres, de adib, qui aurait été digne de son nom. Mes interviewés, qui étaient très souvent les hauts fonctionnaires dans les institutions culturelles, disaient oui, c'était pas un adib, Sayyid Qutb, c'était un terroriste. J'étais assez choquée en fait d'entendre que je pose des questions sur sa production littéraire. Donc, il y avait un refus de reconnaître son identité littéraire. Ou si elle était reconnue, il était reconnu comme un homme de lettres raté, en fait, qui n'a pas réussi sa vie littéraire. Et peut-être pour cette raison, il aurait rejoint l'option islamique. Et j'ai remarqué ça parce que c'était le cas, en fait, ce refus, pas seulement dans les discours, quand les gens parlaient de Sayyid Qutb, mais aussi dans les textes issus, les textes qui représentent l'histoire littéraire de l'Égypte, donc les anthologies, les souvenirs, les mémoires, les manuels scolaires, en fait, ce corpus historique de la littérature brillait, en fait, Sayyid Qutb brillait par son absence là-bas. Et même les gens avec qui il était lié par des liens d'amitié, ils ne parlaient pas de Sayyid Qutb dans leurs souvenirs, par exemple. Donc, j'ai pensé que oui, là, il y avait une question intéressante. Comment Sayyid Qutb, en fait, est devenu. En fait, je me suis posé la question, comment il est devenu un homme littéraire, un adib, et dans quelles conditions il était dépouillé de ce statut après. Donc, ça m'a permis de formuler cette problématique centrale de ma thèse. Et aussi, cette question s'inscrivait dans une problématique plus large, celle des rapports entre les représentations de la littérature et de l'islamisme. Pourquoi, je me suis posé la question, pourquoi la littérature produite par des acteurs islamistes n'était pas reconnue comme légitime au cours de l'histoire,
et comment cette représentation officielle de la littérature comme étant opposée à l'islam s'est construite historiquement. Donc, c'était la question plus large que j'ai voulu explorer dans mon livre et j'ai utilisé la trajectoire littéraire et islamiste de Saïd Qutb en tant que fil conducteur pour comprendre ces dynamiques. Les précédents biographes de Qutb ont insisté sur l'importance des changements de contexte politique qui ont déterminé ces bifurcations biographiques. Mais l'originalité de votre approche, c'est de ne pas vous limiter au contexte politique national, la décolonisation, la révolution de 1952, l'établissement du régime de Nasser, mais c'est plutôt de mettre la focale sur les cercles littéraires auxquels a appartenu Qutb. La majorité des biographes de Saïd Qutb avaient adopté des explications plutôt d'ordre psychologique ou personnel de son passage à l'islamisme. Et une des plus répandues, une des explications qui est la plus répandue, au point qu'elle est entrée dans le sens commun, les gens vont naturellement évoquer cette thèse de sa conversion islamiste quand ils parlent de Saïd Qutb, et que la décision de Qutb de s'engager dans le mouvement des frères musulmans aurait été déclenchée par son voyage aux États-Unis, son voyage et son séjour aux États-Unis qu'il a effectué en 1949, et son désenchantement à l'égard du modèle occidental de la modernité. Donc c'est une explication. Il y a une autre explication qui dit que Qutb, qui explique en fait le passage du Qutb à l'islamisme par son incapacité de s'adapter à la modernité effervescente du Caire dans l'entre-deux-guerres. Et les auteurs qui parlent, qui mobilisent cette thèse, ils vont l'appuyer en évoquant les origines rurales du Qutb, aussi sa décision d'étudier à Dar al-Ulum, l'école normale de Dar al-Ulum, au lieu de l'université égyptienne, l'université égyptienne est classée plus haut dans l'échelle de modernité. C'était le cas dans l'entre-deux-guerres et dans l'histoire. Donc voilà, ces deux explications, bien sûr, elles étaient mises dans un contexte national égyptien plus large, mais donc les débuts de la modernité, le mouvement national, le mouvement décolonial, la révolution de 1952. Mais j'ai toujours senti que ce contexte était trop large, qui était mobilisé. Il ne permettait pas vraiment de comprendre comment ces événements affectaient concrètement Saïd Qutb, à moins de déclencher une sorte de frustration, parce que les thèmes de frustration personnelle étaient très souvent mobilisés pour expliquer sa vie. C'est pour cette raison que j'ai pensé à introduire une autre échelle d'analyse, une échelle médiane, on peut dire, celle des cercles littéraires de Qutb. Pour ça, j'ai voulu retracer les amitiés et les inimitiés du Qutb parce que c'était quand même une personnalité très sociable. Cela se manifeste dans le fait qu'il a choisi d'être un critique littéraire, donc toujours être en contact avec les productions des autres et interagir avec les autres dans la presse à travers la critique. Et j'ai utilisé toute une série de sources qui sont souvent pas utilisées dans les études littéraires. Donc, les sources qui dévoilent la face mondaine de la littérature, des pratiques littéraires. Donc, recensions, préfaces, dédicaces, batailles littéraires, mais aussi les hommages, les souvenirs, la littérature dite, la littérature de rumeur, qui est c'est un genre qui est très, très répandu au Caire jusqu'à maintenant. Donc, les écrivains vont produire des ouvrages dans lesquels ils vont dénoncer leurs rivaux pour des raisons morales, politiques, etc. Et cette littérature est plutôt destinée à des pairs et pas aux lecteurs ordinaires. Donc, j'ai voulu aussi intégrer ces sources dans mon ambition de comprendre Saïd Qutb. Et cela m'a permis à suivre ces déplacements multiples dans l'espace littéraire et le réaménagement de ces positions idéologiques. Donc, dans le livre, j'ai surtout identifié trois moments mondains, trois moments de mondanité dans lesquels qui avait façonné en fait
ses dispositions idéologiques et aussi ses prises de position publiques. Donc, ces trois moments étaient définis par sa proximité, la proximité du Qutb à un certain cercle littéraire qui était toujours ancré dans un lieu précis, et donc un lieu physique, une maison d'édition, des bureaux, des revues, des salons littéraires, des bureaux des partis, etc. Donc, c'était toujours des lieux physiques, des rencontres intellectuelles étaient très, très importants dans la vie, en fait, dans les pratiques littéraires de l'époque. Mais aussi la nature des liens sociaux qui liaient Sayyid Qutb à des cercles différents. Donc, les liens qui sont basés plutôt à un rapport de maître à disciple, donc basés sur la transmission de savoir et la relation entre deux écrivains issus des générations différentes et aussi avec des positions de pouvoir différents. Et aussi un mode donc ces moments sont définis aussi par un mode spécifique d'engagement littéraire, donc intellectuel engagé ou intellectuel désengagé, un intellectuel dit de tour devoir. Donc voilà. Juste pour évoquer brièvement ces trois moments, si j'ai le temps. Donc, le premier moment mondain de Qutb a été marqué d'une part par son statut de disciple avec le célèbre poète Abbas al-Laqat et d'autre part par son appartenance à plusieurs cercles des poètes romantiques de l'entre-deux-guerres. Donc, un groupe de camarades poètes rencontrés au cours de ses études à Dar al-Uloum, c'était un groupe de 3 personnes. Ils échangeaient les manuscrits et ils commentaient les poèmes les uns des autres. Ils écrivaient des recensions très positives sur leurs poèmes dans les journaux. Et aussi un autre groupe qui est la Société poétique d'Apollo, qui était aussi un cercle poétique très très important dans l'entre-deux-guerres, dans les années 30. Ce sont ces cercles qui ont façonné l'éthos romantique de Qutb, alors que la relation à l'Aqad lui a permis d'accéder à des positions de pouvoir, ou d'accéder en fait à l'espace littéraire. Donc, notamment le journal littéraire Arsala, où Al-Aqad occupait la position d'éditorialiste et Qutb ensuite a hérité sa position. Le deuxième moment correspond à l'insertion du Qutb dans un réseau composé de jeunes écrivains acquis à la littérature engagée, rassemblés autour de la librairie Maktaba Masr, fondée par la famille des hommes d'affaires As-Sahar. Et c'est ici que Qutb va rencontrer Naguib Mahfouz. Et c'est aussi à travers ce cercle que Qutb va rencontrer les frères musulmans. Parce que la famille As-Sahar entretient des relations de proximité avec les frères. Et même le fondateur de Maktaba Masr, Saïd As-Sahar, il coopère avec un frère musulman pour établir une maison d'édition en 1946. Et je pense que c'était à ce moment-là où la rencontre s'est faite parce que ce frère musulman, son partenaire, va ensuite financer la revue dans laquelle il va inviter Qutb à l'éditer. Donc, je pense que c'est le moment très important pour la dans la trajectoire, qui explique comment Qutb a entré en contact avec les frères. Donc, c'est intéressant que c'est pas par la religion, mais par les activités éditoriales. Le troisième moment est celui de l'intégration du Qutb dans l'organisation des frères musulmans, qui s'effectue en plusieurs temps, parce que c'était très graduel. Donc, d'abord, il commence à éditer ce journal, qui s'appelle Al-Fikr al-Jadid, la nouvelle pensée, financé par Mohamed Halim al-Minyawi, un homme d'affaires frère. Ensuite, il commence à écrire dans la presse partisane des frères musulmans, à partir de 1951, plus être précise, donc Ad-Dawa al-Muslimun, deux journaux. Ensuite, il acquiert la responsabilité au sein de l'organisation. Il commence à occuper une position, il commence à diriger une section en charge de formation intellectuelle des frères musulmans. Et finalement, il finit avec les frères musulmans en prison, ce qui va renforcer sa socialisation affective avec les frères. Et un moment important, intéressant dans cette socialisation est que Qutb va commencer, il va adopter ce genre de poésie qui est très frère, qui
qui s'adresse à un frère, donc Akhi, mon frère, qui commence comme ça. Ce genre est né en 1948 pendant la première répression des frères musulmans et il loue les valeurs de la fraternité, l'amitié, la loyauté, etc. Donc Qutb, en prison, il va écrire un poème qui fait partie de ce genre très frériste. Votre récit biographique s'ouvre sur une querelle littéraire survenue en 1938 entre des anciens et des modernes. Les premiers, donc les anciens, sont des réformistes musulmans associés à une maison d'édition connue sous le nom de librairie salafiste, tandis que les seconds appartiennent à une nouvelle génération d'auteurs qui seront reconnus plus tard comme les pères fondateurs de la littérature égyptienne moderne ou moderniste. Et le lecteur sera peut-être surpris de découvrir que dans cette querelle, Qutb se range du côté des modernes et qu'il doit même faire face à des accusations de blasphème. Oui, justement, dans cette période de l'entre-deux-guerres, Qutb s'éclasse avec les fondateurs de la modernité littéraire, mais pas seulement dans les débats qui ont trait à la religion, mais aussi dans beaucoup d'autres débats. Mais il faut comprendre ses positions dans le cadre de son ambition d'affirmer son statut de disciple à Al-Aqad, pour Al-Aqad, mais aussi pour les autres, parce qu'elle devient son protégé, et de s'inscrire dans l'affiliation des auteurs modernistes, et aussi de contribuer à la bataille qu'ils mènent contre les réformistes musulmans. En donnant l'exemple de cette bataille dans le livre, j'ai voulu montrer en fait que ces positions sur la religion ou sur d'autres sujets doivent être comprises dans le cadre des dynamiques générationnelles ancrées dans les structures de sociabilité particulières. Et cette bataille, elle menée entre Qutb en défense d'Abbas al-Aqad et les réformistes musulmans rassemblés autour de la librairie salafiste, en fait, cache toute une série d'autres conflits qui président au déclin générationnel des réformistes musulmans et à la montée au pouvoir de cette nouvelle génération. Donc, tout d'abord, c'est le conflit provoqué par la rupture des relations de transmission intellectuelle basée sur le modèle de maître-disciple et le respect des aînés. Après, c'est surtout le conflit politique parce que les modernistes sont portés au pouvoir par le nouveau régime constitutionnel et partisan institué après la révolution de 1919. Dont ils sont les porte-parole, en fait, dans la presse. Ils éditent les revues, les journaux partisans, et très souvent, ils sont eux-mêmes, en fait, membres de ce parti. Aussi, Taha Hussein, Haikal, Abbas al-Aqad, ils étaient tous membres des partis nouvellement constitués, et aussi, en même temps, ils éditer les revues associées à ces partis. Donc, dans ce contexte où ils sont promus aux positions de pouvoir dans le nouveau contexte politique, ils n'ont pas besoin de leurs aînés pour les introduire dans la sphère littéraire ou intellectuelle. Donc, du coup, ils ont conçu leur relation sur le mode de rupture avec ces générations. Et finalement, le conflit aussi lié à la réception de l'héritage littéraire. En fait, en lisant les textes écrits par les auteurs canoniques de l'époque comme Taha Hussein et Abbas al-Aqad, il est frappant de remarquer qu'ils passent le travail de leurs aînés complètement inaperçu, comme s'ils n'existaient pas en fait, comme si la génération de réformistes musulmans n'était pas là, ou ils se déclassaient avec les cheikhs azghariens, donc les cheikhs en stagnation, ashur gamidoun, c'est comme ça qu'ils appelaient cette génération. Et pour traduire cette ambition de rupture intellectuelle à l'égard de la génération des réformistes, les modernes ont adopté le principe du scepticisme scientifique, surtout c'est Taha Hussein qui s'est revendiquant de Descartes, il va introduire ce principe, at-tajarrud, donc l'idée, en fait, basée sur l'idée que le renouvellement de la culture égyptienne
se fera sur la base du dépouillement en fait de toutes sortes d'autorités religieuses, politiques ou historiques en fait. Mais en fait, il a utilisé ce principe surtout pour justifier sa rupture à l'égard de leurs aînés. C'est ça que j'essaie de démontrer dans mon livre. Et pour justifier leur ambition d'aller lire les classiques directement sans passer par cette génération de leurs aînés. Et c'est pour ça que je les appelle dans mon livre les salafistes de la littérature, parce qu'ils ont adopté le même discours de pureté, en fait, en allant lire les classiques directement. On voit ici tout l'intérêt de votre approche sociologique parce qu'elle permet de comprendre pourquoi Qutb s'aligne clairement sur un des deux camps dans cette querelle, alors que ses idées apparemment ne sont en phase, ou réellement en phase avec aucun des deux camps. Et vous expliquez ainsi que dans les années 30, les modernistes empruntent aux réformistes musulmans un discours apologétique sur l'islam défini comme une religion rationnelle, alors que Qutb apparemment est mal à l'aise vis-à-vis de cette approche rationaliste puisque lui-même met plutôt en exergue les aspects affectifs et émotionnels de l'expérience religieuse. Et je note que c'est d'ailleurs de ce point de vue que vous analysez la manière dont il articule art et religion. Qutb prend une position qui attribue les religions de l'islam à la sphère sociale et les arts à la sphère émotionnelle et spirituelle. Mais en fait, avant la Seconde Guerre mondiale, Qutb s'intéresse très très peu à l'islam. Au moins, il n'écrit pas sur l'islam, il ne parle pas de l'islam, il parle des arts, de la poésie, de la critique littéraire. En quelque sorte, il laisse l'islam des hommes de religion, en fait, en pensant que oui, l'islam est bien pour la réforme, mais que l'islam, des arguments religieux n'ont pas leur place dans les discussions sur la littérature. Mais toute intrigue, en fait, de mon livre, c'est que j'ai voulu démontrer que le passage du Qutb à l'islamisme ne s'opère pas à travers sa réformulation de religieux, mais à travers sa réformulation de littéraire, en fait. Le côté mystique et l'importance de la connexion émotionnelle et intuitive à la vérité sur l'existence faisaient partie du projet esthétique de Qutb qui était exprimé dans ses écrits, toutes sortes d'écrits, donc les poèmes, les critiques, les nouvelles gothiques, parce qu'elle a quand même écrit une nouvelle gothique, aussi une autre nouvelle autobiographique. Donc, toutes sortes, en fait, dans beaucoup dans ces écrits littéraires, on voit ce côté mystique très, très fort. On remarque des influences fortes de l'héritage littéraire soufi. En fait, il était très proche par sa socialisation à cet héritage soufi, comme beaucoup de poètes romantiques, et qui était aussi très facilement intégré dans la version égyptienne du romantisme. Et aussi qui sera appuyé par des découvertes scientifiques de tournant du XXe siècle, comme la théorie de la relativité d'Einstein, la découverte d'éther. Toutes ces découvertes scientifiques, en fait, Qutb va les citer. Qutb va citer la théorie de la relativité d'Einstein pour appuyer sa conviction sur l'existence d'une autre temporalité qui n'est pas celle du monde physique, qui est celle qui se situe au niveau émotif, spirituel, intuitif, à laquelle on ne peut pas accéder par nos sens, facultés normales, rationnelles, mais à laquelle on accède par le cœur, en fait, par l'émotion. Donc, pour Qutb, le poète est quelqu'un qui a c'est en fait une idée très, très romantique, c'est pas très nouveau, on dirait, mais il faut se rappeler que Qutb était un romantique, un poète romantique, pour comprendre son projet islamique, je pense que c'est essentiel. Donc, pour Qutb, le poète était celui qui avait le droit d'accéder, en fait, le droit exceptionnel d'accéder à cette connaissance, à cette vérité spirituelle et intuitive de l'existence, ou al-ghayb, al-batin, la face cachée du monde. Et en même temps, il avait un très, très grand mépris au monde matériel et physique qui est accessible à des gens normaux, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il pensait que les poètes étaient des êtres exceptionnels parce qu'ils avaient beaucoup plus forte sensibilité que les autres.
Et ce mysticisme cette tendance à envisager le monde physique comme une partie seulement de la réalité, accessible par des facultés rationnelles pour tout le monde en fait. Ça a été transposé dans son projet islamiste après. Et en fait, cette idée reste au cœur de son projet islamiste, qui est surtout visible dans son idée, très bien exprimée dans ses ouvrages tardifs comme Signe de piste. L'idée qu'on accède à Dieu par l'action, par praxis, pas par la compréhension rationnelle de la beauté divine dans le monde, mais par l'action, en fait, en suivant les pratiques, en fait, en obéissant à Dieu dans nos pratiques quotidiennes. Que de penser qu'en fait, cette action, ce praxis, va activer le pouvoir extraordinaire des hommes qui se situe au-delà de la volonté rationnelle. Donc, c'est quelque chose qui est hors de contrôle par l'homme, pour utiliser les mots pas scientifiques. Mais par conséquent, ce projet esthétique basé sur le mépris du terrestre était désengagé de l'action politique qui viserait à améliorer l'existence terrestre. Ce qui va devenir un problème avec la délégitimation de ce modèle de l'intellectuel romantique désengagé, intellectuel du Côte d'Ivoire après la Seconde Guerre mondiale. Alors justement, après la Seconde Guerre mondiale, Qutb va rompre avec la génération de ses mentors, non pas parce qu'ils ne seraient pas assez religieux, mais parce qu'ils ne sont pas assez engagés dans les luttes sociopolitiques de leur époque. Quelles sont les circonstances qui président à cette rupture et qui permettent à Qutb de s'ériger lui-même en mentor d'une nouvelle génération d'auteurs? Après la Seconde mondiale, donc tout change. Tout d'abord parce qu'il y a une nouvelle classe sociale qui émerge. C'est toujours difficile de parler de classe parce qu'on n'a pas cette échelle, grande échelle dans une étude historique, c'est difficile de voir. Mais en tout cas, il y a de nouveaux acteurs qui émergent, des acteurs qui sont appelés dans la littérature, le cinéma, les profiteurs de la guerre, qui ont fait fortune pendant la Deuxième Guerre mondiale en Égypte et qui commencent à investir dans la sphère culturelle. Donc, surtout le cinéma et la presse. Donc, à ce moment-là, on voit que des petits studios du cinéma commencent à émerger qui cassent le monopole du studio Masr, qui est établi dans les années 30, donc, en parlant du cinéma. On voit de nouvelles revues, de nouveaux journaux qui émergent, donc Akhbar al-Yawm, un journal qui émerge, qui jusqu'à maintenant est important. Les frères musulmans, finalement, ils arrivent à établir leur journal quotidien, juste après la Seconde mondiale. La gauche aussi commence à lancer des petites revues. Donc, on voit il y a un renouvellement culturel actif après la Seconde mondiale, grâce en fait à l'émergence de ces nouveaux acteurs avec l'argent qui investissent dans cette sphère. Et donc, ce changement structurel crée les conditions de possibilité d'un discours critique à l'égard de la génération des modernistes, formulée en fait par une nouvelle génération des écrivains ou des intellectuels et des poètes qui va leur reprocher d'avoir fondé la modernité égyptienne sur des bases coloniales. Ces nouveaux intellectuels jeunes, en fait, va reprocher à la génération de Taha Hussein leur élitisme. Taha Hussein a commencé à être dénoncé, critiqué parce qu'elle passait ses étés en France. Donc, c'est vraiment dans le pays où la plupart de la population est pauvre. C'est vraiment un mode de vie qui n'était pas accepté, qui commençait à ne pas être accepté à ce moment-là. Aussi, ils vont être accusés pour défendre les traditions littéraires occidentales, donc françaises, anglaises, et d'avoir soutenu ou défendu l'occupation britannique pendant la Deuxième Guerre mondiale contre les fascistes. Donc, en fait, il y a
beaucoup de critiques qui convergent à ce moment-là et qui commencent à former en fait le discours dans lequel cette génération des modernes apparaissent comme dépendants du colonialisme, de la présence britannique. Et donc, du coup, la résilience du colonialisme en Égypte, en fait, ils sont pointés du doigt comme des personnes les plus coupables pour maintenir le statu quo colonial de l'Égypte parce qu'ils sont dépendants de ce système. C'est dans ce contexte que Qutb va se réinventer comme un intellectuel engagé et révolutionnaire. Il commence à vraiment formuler le discours critique dans ce journal, Al-Fikr al-Jadid, qui est, comme je l'avais mentionné, financé par Mohamed Halim al-Minyawi, un frère musulman, mais qui était aussi un profiteur de la guerre, en fait. En lisant des souvenirs, il est souvent nommé comme ça parce qu'il a fait sa fortune dans l'industrie d'édition, dans l'industrie du papier, en fait, pendant la guerre. Et il a sorti de la guerre avec une fortune importante. Il a aidé les frères musulmans d'acquérir leur journal et il a aussi lancé un journal, Al-Fikr al-Jadid. Il a invité Saïd Qutb à l'éditer. Donc Saïd Qutb, aussi on voit que les conditions, en fait, ce nouveau acteur ont facilité la réinvention du Qutb. En fait, il a pu obtenir son émancipation par rapport à la génération des menteurs grâce à des profiteurs de la guerre et du renouvellement culturel qui a eu lieu après la Seconde Guerre mondiale. En adoptant ces nouvelles conceptions de l'écrivain engagé, Qutb se place dans un environnement qui est maintenant dominé par la gauche. Or, il reproche à cette gauche son matérialisme et donc son indifférence aux besoins spirituels de l'humanité. Et partant de cela, vous présentez le ralliement de Qutb aux frères musulmans au début des années 1950 comme une manière de ne pas avoir à choisir entre engagement politique et quête spirituelle. Et les efforts déployés ensuite par Saïd Qutb et son frère Mohammed pour définir une littérature qui serait spécifiquement islamiste poursuivent un même objectif. En fait, pour comprendre Qutb et plus largement le moment décolonial en Égypte, il faut surtout étudier et payer beaucoup d'attention, en fait, étudier en détail cette période cruciale qui va de 1946 à 1954, donc à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à la consolidation du régime nassérien, parce que ces 8 années est une période d'une grande fluidité idéologique où les jeunes égyptiens en quête d'engagement, ceux qui veut changer en fait, on peut plus de cette situation de l'après-guerre. Ils vont bouger d'un mouvement à l'autre en passant quelques mois dans les frères musulmans, après quelques mois ou des années dans la gauche, après le jeune Égypte. Donc, il y avait beaucoup de fluidité en fait idéologique, beaucoup de transferts aussi idéologiques. Parce que les frères avaient adopté des problématiques de la gauche, mais aussi la gauche adoptait les problématiques qui étaient à l'apanage en fait des mouvements des frères, comme la critique du capitalisme en termes moraux, qui va utiliser les médias comme la radio et les chansons populaires comme les chansons d'Abdul Wahab pour saper la capacité d'action révolutionnaire du peuple et qui viserait de l'induire à l'indolence, à le calmer, et le convaincre qu'il devrait se satisfaire avec le status quo. Donc, la gauche aussi utilisait ces critiques en fait qui pourraient sembler comme celles des frères musulmans. Et Qutb était proche des mouvements de gauche. En fait, la gauche égyptienne l'appréciait pour ses positions radicales à l'époque. Et pendant ma recherche du terrain, quand j'ai rencontré des militants, anciens militants de gauche, qui, à l'époque, quand je faisais ma thèse, étaient déjà très âgés, ils avaient plus de 80 ans, mais qui étaient actifs dans les années 40 dans le mouvement de gauche étudiant.
Ils avaient aussi ils parlaient très hautement de Saïd Qutb, en fait, parce que pour eux, c'était leur allié à l'époque. C'était quelqu'un qui s'exprimait, qui n'avait pas peur de s'exprimer sa position radicale dans la presse. Il critiquait l'élite. Donc, ils n'étaient pas vus que comme un islamiste, en fait, à cette époque. C'était un intellectuel indépendant, un peu islamisant, mais qui leur semblait qu'il était leur allié dans leur, qu'il n'avait pas peur de demander du changement. Et aussi, je peux dire qu'il est intéressant de remarquer qu'au moment de la première arrestation de Saïd Qutb en 1954, il était identifié dans la presse égyptienne qui a relayé cette information comme celui qui assurait la liaison entre la gauche et les frères musulmans. Donc, ça peut être une fabrication médiatique, mais c'est aussi intéressant de voir que c'est comme ça que Qutb était vu à l'époque, en fait, comme quelqu'un entre les deux. Mais dans les écrits du Qutb, on remarque une certaine tension avec la pensée de gauche, une certaine contradiction, parce que d'un côté, il semble apprécier la pensée communiste, le mouvement communiste pour leur incitation à la révolte, mais de l'autre, il leur reproche de réduire cette révolte à ces aspects purement matériels et physiques. Et on sait qu'il méprisait en fait ce monde physique et matériel depuis sa jeunesse. Donc pour Qutb, l'islamisme des frères musulmans permettait de concilier les attentes contradictoires, l'engagement dans le mouvement de décolonisation d'un part, qui s'opérait par la contestation du status quo en Égypte, et la quête spirituelle. Mais bien sûr, c'était pas un choix idéologique de Qutb, parce que les frères lui ont fourni des conditions excellentes de exercer, en fait. Ils l'ont mis complètement sur le spotlight. Donc, c'était pas une décision que Qutb a prise. Ça s'est fait naturellement parce qu'elle était intégrée dans les frères. Et le projet de la littérature et des arts islamiques développé par Saïd Qutb et son frère Mohammed était, pour moi, comme je l'ai compris, une dernière tentative de sauver le projet décolonial de l'Égypte de l'emprise par la gauche, en fait. Les frères Mohammed et Saïd Qutb envisageaient le projet des arts de la littérature islamique comme une autre voie possible à celle promue par la gauche. Une voie qui assurerait les conditions matérielles du peuple, mais aussi prendrait en charge ses besoins spirituels. Donc, ils voyaient en fait l'islamisme comme quelque chose de plus progressif que la gauche, parce qu'ils visaient plus haut, parce que la gauche, pour eux, c'était un peu trop limité. Mais avec la répression des frères en 1954, bien sûr, cette voie a été fermée, donc on a très peu, ça n'a pas continué en fait, ce projet. Si vous vous intéressez d'abord à Saïd Qutb en tant qu'homme de lettres, vous ne négligez pas pour autant ses œuvres proprement politiques comme Signe de piste, donc qui est son texte le plus célèbre paru en 1964, dans lequel il appelle notamment à user de la violence pour renverser le pouvoir en place. Selon vous, ce texte est révélateur d'un changement d'orientation dans le discours islamiste, alors que depuis 1945, ce discours visait à poser l'islamisme comme une troisième voie idéologique dans la lutte globale entre communisme et capitalisme. Qutb accorde désormais la priorité à la confrontation avec l'État arabe postcolonial. Quelles sont les circonstances qui ont présidé à ce changement ? Les conditions qui président à cette réorientation de l'islamisme sont tout d'abord liées à la montée de l'État surpuissant en Égypte, l'État nassérien, qui était attribué dans les discours répandus à l'époque la charge de lutter contre les pouvoirs coloniaux et en même temps de forger un homme nouveau, un homme arabe nouveau, avec une subjectivité nouvelle libérée des traces du colonialisme. Et dans mon livre, j'ai suggéré de situer l'ouvrage de Qutb, Les signes de piste, qui a été écrit en prison, publié en 1964, dans le contexte intellectuel des années 60, marqué par les débats importants menés par les intellectuels de gauche sur la relation entre l'État, l'idéologie et l'individu. Donc, contrairement à des luttes de la décolonisation des années 50 qui insistaient sur la nécessité de libérer le territoire national, donc virer les troupes britanniques, en fait, empêcher toute la présence des forces coloniales sur le territoire,
Dans les années 60, l'accent est mis non seulement sur l'importance de la reconquête du territoire, mais surtout sur l'urgence de libérer la subjectivité des nations arabes qui, selon les intellectuels, étaient toujours assujetties à l'impérialisme. Dans les écrits de Qutb, cette tournure s'est traduite par le déplacement de son attention à l'élaboration du système sociopolitique islamique, un nizam. Il parlait dans ses ouvrages écrits dans les années, à la fin des années 40, comme la justice sociale en islam, la lutte contre le capitalisme et l'islam, et toute cette sortie des ouvrages courts qu'il avait écrits. Il s'est préoccupé dans ses ouvrages surtout à élaborer un système social, politique et moral islamique qui serait mieux que le système capitaliste et communiste. Et en fait, ces ouvrages sont écrits dans le but apologétique, en fait, de convaincre pourquoi c'est mieux, pourquoi le système islamique est mieux. Mais à la fin des années 50, quand déjà il était en prison, et surtout dans les années 60, Qutb commence à s'intéresser à une autre chose. Il commence à développer une épistémologie totale. En fait, c'était son ambition de développer une épistémologie totale qui devrait fournir la base à la fois à la compréhension du monde, à la lecture du monde, et aussi à l'action. Donc, il l'appelait « At-tasawwur wal-manhaj al-islami ». C'est cette ambition qui va préoccuper ces ouvrages, sa période tardive. En effet, ce déplacement au sein de la pensée du Qutb apparaît très bien quand on lit ces ouvrages en parallèle avec les écrits, les débats dans la gauche. Et ça paraît être contre-intuitif. On lit très rarement la gauche, les écrits de gauche avec les écrits islamistes, même si, en fait, ils sont produits en même temps. Mais en lisant ces textes ensemble, on remarque en fait la même problématique et même le même vocabulaire, en fait, que les deux utilisaient. Par exemple, le mot al-aqida, qui était très utilisé dans la pensée de gauche pour dire l'idéologie. Et c'était l'État qui devait produire l'aqida, l'idéologie, et l'idéologie devait pour purifier la conscience individuelle des traces de l'impérialisme et de créer un homme nouveau, en fait, avec une nouvelle, vraiment croyant à l'Aqida et croyant à l'État. Donc, c'était cette trois étapes, en fait, trois acteurs qui créent un homme nouveau, en fait. Et chez Sayyid Qutb, on voit aussi al-Aqida, elle utilisait très, très souvent ce terme depuis sa jeunesse, en fait, depuis ses ouvrages sur la littérature, où aussi il parlait de croyance à l'Aqida, c'était le même mot, en fait. Donc aussi, il va utiliser ce mot pour dire la foi islamique, mais aussi l'idéologie, parce que pour lui, l'islam a le même rôle. Mais comme il n'y a pas l'État islamique, l'islam a le rôle de purifier, en fait, de créer aqida, de purifier la conscience humaine des traces de l'État, de l'aqida étatique. Donc, c'est pour ça que, en fait, c'est le même processus, mais dans la pensée de Sayyid Qutb, son islamisme s'est construit contre l'État surpuissant. Donc, on voit que aussi al-Aqida est très lié à l'État, en fait, parce que pour Qutb, l'État nassérien était quelque chose qui a empêché la circulation de la dawa islamique, donc par la répression des frères musulmans d'abord. Donc, il fallait, pour éliminer ces obstacles créés par l'État nassérien, il fallait détruire l'État, en fait, pour libérer la voie à l'islam. Durant son procès en 1965 et après son exécution l'année suivante, Qutb va être diabolisé par l'État égyptien, qui l'accuse d'inspirer les tendances les plus extrémistes de la mouvance islamiste, de son vivant d'abord, avec ce qu'on a appelé l'organisation de 1965, mais aussi post-mortem avec toute une série de groupes islamistes radicaux apparus dans les décennies suivantes. L'exclusion de Qutb de la communauté nationale s'accompagne d'un effacement rétrospectif de sa carrière littéraire, donc de la part des autorités égyptiennes et du monde littéraire égyptien. Mais cette carrière littéraire, elle disparaît aussi dans les récits hagiographiques produits par les islamistes qui considèrent Qutb comme un martyr. Pouvez-vous nous expliquer cette dynamique d'effacement mémoriel ?
Le procès et l'exécution de Qutb en 1966, en fait, est central pour comprendre l'absence de Qutb dans l'histoire littéraire, mais aussi nationale, où il n'existe que comme une légende noire qui va revenir régulièrement, périodiquement de sa tombe pour menacer la société égyptienne. Et c'est peut-être intéressant de dire que c'est la mobilisation de la figure de Qutb pendant la révolution égyptienne, notamment pendant l'année 2013 dédiée à la répression des frères musulmans, qui m'a permis à me rendre compte de l'engagement massif des intellectuels égyptiens dans les années 50 et 60 dans son procès public. Parce qu'au cours de cette année, donc 2013, les médias égyptiens étaient inondés par des caricatures, des poèmes, des textes, extraits de textes, toutes les productions culturelles produites par des intellectuels éminents de l'époque, comme Tahar Hussein ou le poète Bayram al-Tunsi, et qui évoquaient Qutb, ou qui le mettaient en ridicule, ou dénonçaient ses idées, ou le représentaient comme la menace. Donc j'ai pu recueillir en fait ce matériel parce qu'il a ressurgi à ce moment-là, et vraiment payer l'attention en fait à ce procès public de Qutb dans les années 50 et 60. Oui, j'ai pu comprendre pourquoi Qutb suscite, en fait, le nom de Qutb suscite autant de passion aujourd'hui quand on dit, quand on évoque son nom. On a toujours des réactions électrifiées. Pourquoi Qutb? Mais toujours. Donc j'ai pu comprendre en fait pourquoi en fait il a ce statut-là. Et pour comprendre ces questions, j'ai mobilisé la notion de schismogénésis, suggérée par Walter Ambrose, qui décrit les moments de la polarisation extrême au sein des sociétés, qui conduit à établir un nouveau ordre normal, une nouvelle normalité, basée sur l'exclusion de l'adversaire ou l'excommunication de l'adversaire. Et dans ce contexte, l'excommunication de l'adversaire est centrale parce qu'il nie le droit de l'adversaire de faire l'objet du deuil. Donc, et je pense que pour Saïd Qutb et les frères musulmans, c'est ça qui est arrivé en fait. C'est pour ça que les médias vont mobiliser la figure de Saïd Qutb régulièrement. En fait, c'est pour reproduire ce moment schismogénétique et pour resserrer la société égyptienne autour de l'exclusion répétée de Saïd Qutb et des frères musulmans. C'est aussi, voilà, ça explique pourquoi cette Qutb ça montre en fait la violence des années 50 provoquée par le procès et l'exécution de Qutb, parce que beaucoup d'écrivains, beaucoup de poètes, des critiques littéraires ont effacé en fait Saïd Qutb dans la deuxième édition de le livre, ceux par exemple qui avaient coopéré avec Qutb, parce que Qutb quand même il a écrit pas mal des ouvrages avec des autres personnes, il aimait bien coopérer. Ils avaient soit effacé la partie les articles ou les contributions de Qutb, ou soit ils effaçaient son nom en fait dans l'édition de leur ouvrage après 66, après son exécution. Donc même ceux qui écrivaient des souvenirs, il avait ceux qui parlaient de Saïd Qutb, mais il y avait ceux qui décidaient de ne pas en parler, par exemple. Donc ça aussi, j'ai trouvé très intéressant. Donc il y avait des pressions, je ne sais pas, je pense que c'était des pressions plutôt inconscientes ou subjectives, des gens imposés sur eux-mêmes, en fait, pour l'excommuniquer en fait. Et ça se traduit par l'effacement du Qutb dans la production littéraire. Mais de l'autre camp, donc du camp islamiste, on observe le même processus, car l'héritage littéraire du Qutb posait aussi un autre problème, parce que après l'exécution du Qutb, Mohamed Qutb, son frère, qui était en charge de diffuser la pensée du Qutb dans le pays où il a trouvé l'exil, donc l'Arabie Saoudite, a dû s'expliquer en fait, a dû justifier ou expliquer pourquoi Qutb mentionne pourquoi ces notions
c'est celle qui était le plus problématique, en fait, Wahdat al-Wujud, l'unité de l'existence qui porte la trace soufie, et qui était suspectée du côté des penseurs d'inclination salafie en Arabie Saoudite, qui en fait, Saïd Qutb, il prenait le polythéisme, parce qu'elle pensant qu'il y a l'unité entre l'homme et Dieu. En fait, il niait le monothéisme de Dieu, ou il niait en fait la distance entre les créateurs et les créatures. Donc Mohamed Qutb a dû en fait expliquer que oui, non, ne payez pas l'attention à ces petites erreurs, en fait, payez l'attention à d'autres choses. Et aussi, Mohamed Qutb n'a jamais permis à reproduire la poésie, par exemple, de Qutb. Et il a justifié que c'était Saïd Qutb lui-même qui avait ordonné de ne pas le faire. Donc, du coup, la poésie était restée enterrée dans les journaux anciens, dans les années 30, jusqu'au moment de la révolution égyptienne, en 2012, quand un chercheur a recueilli tous ces poèmes et il a publié une édition, les œuvres complètes de Saïd Qutb en 2012 par la maison d'édition Al-Ahram, d'ailleurs, parce que c'était un mouvement révolutionnaire, donc tout était possible. Et donc ça a suscité beaucoup de passion. Ça a suscité un scandale par rapport des droits, en fait, parce que le droit des ouvrages de Saïd Qutb appartient à Shourouk, la maison d'édition égyptienne. Shourouk n'était pas content que quelqu'un utilise le nom de Saïd Qutb ou une autre maison d'édition publie quelque chose de Saïd Qutb. Donc c'était aussi un petit scandale, mais bon, voilà. La révolution a permis quand même le retour de ces sources littéraires. Bien, merci beaucoup Guédré. Alors on a un peu de temps pour les questions. Saïd Qutb, du coup, il pouvait vivre de sa production littéraire ou il avait d'autres ressources financières? Il avait un travail normal, il était un fonctionnaire, il avait une position assez, en fait, une bonne position dans le ministère de la Culture. Il était un Mouazzaf public servant de niveau 4, ce qui est moyen, en fait, parce qu'il a le système de 8. Donc, il avait de bonnes conditions de vie, parce qu'il avait une maison, et on sait qu'il était aussi respecté par le ministère de la Culture, parce que quand il a voyagé aux États-Unis il a fait un séjour aux États-Unis pour se familiariser avec le système éducatif américain. Il avait été offert le voyage luxueux par l'avion aux États-Unis avec l'arrêt à Paris, l'arrêt à Rome, et peut-être à Londres, je ne me rappelle pas, mais donc il était un statut respectable dans le ministère. Je me demandais, est-ce que cette hybridité qu'incarne Saïd Qutb, à la fois, qui évolue, d'être à la fois d'abord un homme de lettres, est-ce qu'on la retrouve en fait dans le milieu islamiste, dans la galaxie islamiste? Est-ce qu'on a d'autres figures comme ça qui ont eu ce passé littéraire en Égypte ou ailleurs? Oui, bien sûr. Je pense que c'est pas quelque chose de spécifique, en fait. On pourrait dire que c'est spécifique si on pensait que le fait d'être islamiste ne permettait pas, en fait, de s'engager d'avoir des intérêts littéraires, ce qui est vraiment faux, à mon avis, parce que même le Maktab Salafi, cette maison d'édition et lieu de rencontres qui était active dans les années 20-30 en Égypte, en fait, il publiait beaucoup de la littérature. En fait, il y avait des poètes qui se rassemblaient là-bas, comme Mustafa Sadi Karafi, c'est un poète connu comme conservateur, mais qui était aussi croyant, en fait. Donc, oui, c'est assez répandu, je dirais. Mais si je peux rebondir sur la même question, est-ce que quand même, c'est-à-dire que moi, dans le cas de la Syrie, j'ai vu pas mal effectivement de frères musulmans qui avaient des liens avec
des hommes de lettres, mais il me semble qu'ils étaient toujours connectés à cette génération de réformistes musulmans, salafistes du début du XXe et puis des prolongements dans l'entre-deux-guerres, mais que ce qui paraît a priori plus hors du commun chez Qutb, c'est ce lien avec le modernisme littéraire. J'ai pas d'autres exemples en tête d'islamistes qui ont eu vraiment un pied, voire les deux, dans ce monde-là. Oui, mais quand tu dis le modernisme littéraire, est-ce que tu veux dire ce modernisme-là incarné par Taha Hussein à toute cette génération? Oui, c'est tout. Ouais. Oui, c'est sûr que Saïd Qutb a rompu, pas seulement avec les gens, mais aussi avec leur projet en fait de modernisation, parce qu'elle a perdu la foi en fait à ce projet. Pour lui, c'est des projets coloniaux. Donc, il a essayé de réinventer en fait les arts dans le cadre de la réinvention de la société entière, avec ce projet de la littérature islamique, les arts islamiques qu'il a en fait, il a embauché en fait ce projet dans les années 54 et après il a été continué par son frère Mohamed Qutb quand il a publié un livre sur ce sujet, les arts islamiques, la méthode des arts islamiques au début des années 60. Donc c'est sûr que oui, la rupture avec l'héritage moderniste littéraire a été assez violent. Et c'est aussi intéressant que Saïd Qutb, donc il s'est positionné dans les années 30 contre les intellectuels rassemblés autour de la librairie salafiste. Mais à la fin, en fait, à la fin des années 50, au même début des années 50, il s'est rapproché de ces personnes. Donc il a fait un tour et il a commencé à rencontrer des gens, en fait, avec qui il s'était disputé avant et ils étaient surpris, comme Ali Tantawi. Ouais. Donc, il disait oui, mais je pensais qu'il était très violent, mais en fait, c'était une personne très agréable à la fin. Donc, oui, c'est vrai que la rupture était violente. On a d'autres questions de la salle, sinon je vais passer sur le chat, où on a plusieurs questions. Quelles sources alternatives ou complémentaires as-tu mobilisées pour la période d'emprisonnement? Est-ce que des traces de sociabilité littéraire continuent d'exister? Ou bien est-il totalement isolé du monde littéraire? Quelle source pour la période d'emprisonnement? Qutb, il a continué à écrire pendant cette période. Il continue à être lu aussi, parce que il était très lu en fait. Ses ouvrages passaient par plusieurs éditions. Pour les sources sur la sociabilité, bien sûr, cette période d'emprisonnement, c'est très très difficile de les situer, parce que d'un côté on a les discours que j'ai rencontré beaucoup quand je faisais des entretiens, des gens qui étaient emprisonnés et qui vont dire que oui, je l'ai rencontré, on était dans la même cellule, il était là, donc on s'est rendu compte que Qutb était partout, mais en fait non, il était isolé, assez isolé, il était très souvent à l'hôpital avec un autre frère musulman, Youssef Hawash, qui était aussi exécuté. Mais donc à l'hôpital était le lieu où les frères qui venaient se soigner des autres prisons, en fait, des prisons situées dans le désert, ils pouvaient être en contact avec Qutb. Mais malheureusement, on n'a pas vraiment de traces sur ça, à l'exception de quelques poèmes qu'il a publiés, donc qu'il était écrits et qu'après ont pu être diffusés, circulés, donc quelqu'un les a fait sortir de la prison. Donc le poème Akhi que j'ai mentionné, qui est apparu dans le journal des frères musulmans koweïtiens, et aussi un autre poème qui est aussi paru dans ce même journal. Donc là, j'ai pu voir qui était en fait qui était à la tête du journal pour voir quelles étaient les connexions. Mais les connexions, en fait, avec les frères musulmans étrangers, elles étaient établies avant que Qutb passe en prison. Donc, avec Youssef Azam, par exemple, et d'autres, en fait,
Donc oui, c'est difficile d'étudier cette période de prison. Si tu as surtout mobilisé les textes de Qutb eux-mêmes, en quoi ta lecture et interprétation de la pensée de Qutb sur la Aqida se distingue-t-elle par exemple de celle de Seyyed Khattab ou Olivier Carré? Elle se distingue que j'ai essayé de tracer le développement de Aqida à partir de ses œuvres littéraires et pas seulement de traduire et de voir qu'en fait c'est pas la croyance en Dieu seulement qu'elle veut dire. En fait de préciser qu'est-ce qu'elle veut dire quand elle disait de la foi en Dieu. L'étude des textes littéraires et de me rendre compte de comment elle a en fait utilisé le même terme Aqida m'a permis de comprendre qu'il y avait cette dimension émotive en fait de la compréhension de la vérité et c'était ça en fait pour lui qui était Aqida. Et après elle était transposée en Dieu. Donc j'ai pu élargir un peu le sens de la religion pour lui et de voir en fait pour lui c'était très lié à son expérience du poète romantique et aussi son angoisse existentielle en fait qu'il exprimait toujours dans ses écrits. Elle était après apaisée en fait quand il a retrouvé Dieu. De Amani Abdelrahman, pourquoi le livre de Seyyed Qutb Ma'alim fi Tariq est devenu un manifeste des terroristes jusqu'à maintenant? Pour répondre à cette question, on devrait en fait regarder qu'est-ce qui se passe en Égypte après l'exécution de Seyyed Qutb, parce que là quand on parle de l'influence de cet ouvrage dans le monde, on doit étudier la période d'après Seyyed Qutb, parce que c'est son exécution bien sûr qui a joué un rôle et son statut de martyr parfait. Mais aussi il faut étudier qu'est-ce qui se passe dans la prison en ce moment-là. Il y a beaucoup de livres, pas beaucoup, mais quelques livres qui étudient cette période d'après Seyyed Qutb, en fait, l'islamisme d'après Seyyed Qutb. Moi, j'ai pas, mon étude s'arrête avec l'exécution de Seyyed Qutb et le procès public. Et j'ai pas essayé de comprendre ou d'analyser pourquoi ces idées ont reçu un tel écho, en fait, dans les pays arabes. Et j'ai encore une autre question de Mourad Guénad. Concernant la vie de Seyyed Qutb, quels sont les facteurs qui l'ont poussé à changer de vision? Oui, de vision à quoi? Je n'ai pas de détails aussi. Est-ce que vous voulez préciser, Mohamed Guénad, changer de vision par rapport à quoi? Peut-être donc les facteurs qui l'ont poussé à adopter l'alternative islamiste, c'est ça. Donc oui, tout d'abord la délégitimation, le déclin des modèles romantiques de la littérature. Pour moi, c'est ça qui était central, parce que Qutb, en fait, il s'est retrouvé dans le dilemme, en fait, comment on peut être à la fois progressif, donc vouloir le changement de la société, vouloir l'émancipation des sociétés arabes par rapport au colonialisme, mais en même temps comment maintenir, en fait, comment être croyant, pas croyant dans le sens religieux, mais comment maintenir ses ambitions, pas ambitions littéraires, mais ses expériences en tant que poète dans lesquelles qui l'ont convaincu en fait que la vérité à laquelle on a accès dans ce monde, elle est limitée en fait. Donc comment elle peut concilier les deux? Et pour moi c'est cette contradiction en fait qui explique pourquoi il a passé à l'islamisme, mais aussi il faut tenir compte, et ça
Et là aussi, la sociabilité est très importante, qu'il rencontre les frères aussi. Il rencontre les frères et il s'intègre dans les frères, il reçoit beaucoup de soutien. Les frères le promeuvent au centre dans leur appareil idéologique. Il leur confie des responsabilités organisationnelles, ce qui était contre en fait la tradition des frères musulmans où tu devais être frère pendant longtemps pour accéder à des positions de pouvoir. Donc, Qutb a reçu vraiment un accueil extraordinaire des frères. Donc, il faut aussi, c'est pas seulement une contradiction idéologique ou une détention qui va le pousser à adopter des idées, mais aussi c'est des gens en fait qu'il rencontre. Cet épisode de Livre Imam est désormais terminé. Je vous rappelle le titre du livre de Giedrė Šabasevičiūtė, Sayyid Qutb, An Intellectual Biography, paru en 2021 chez Syracuse University Press. Vous pourrez revoir ce webinaire sur la chaîne YouTube de Livre Imam et le réécouter en podcast sur Anchor, Spotify, Apple Podcasts et bientôt d'autres plateformes. Merci encore à Giedrė Šabasevičiūtė de nous avoir accordé cet entretien et merci à nos auditeurs. Au revoir à toutes et à tous.